Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette sixième séance de vulgarisation de la période de la Révolution française. Et cette sixième séance fait naturellement suite à la précédente. Et qu'est-ce qu'on avait vu dans la séance précédente? On avait vu la création de la Convention nationale, on avait vu sa composition, à gauche la montagne, à droite les Brissotins, avec la plaine au milieu. On avait vu ce qu'il était advenu de Louis XVI, il avait perdu quelques centimètres, et on avait passé un bon bout de la séance à voir cette opposition farouche, féroce, entre les montagnards d'une part et les Brissotins d'autre part. Alors, il n'y en a aucun des deux qui est plus doux que l'autre, le but des deux camps, c'est d'accuser l'autre de trahison et d'essayer de tirer un petit peu la couverture vers soi. La droite, les Brissotins, avaient porté le premier coup en faisant accuser, arrêter en tous les cas, Marat, grande figure de la gauche. Marat passe devant le tribunal révolutionnaire et ressort blanc comme neige. Premier coup dur pour les Brissotins. Dans la foulée, les Brissotins avaient tenté un deuxième coup de force en demandant l'arrestation d'Hébert, grande figure de l'extrême gauche. Et ça se passe pas bien du tout parce que les sans-culottes parisiens avaient fait un coup de force avec notamment Henriot de la Garde nationale en braquant des canons sur la Convention et en demandant aux députés de mettre en état d'arrestation les leaders brissotins, et ce qui entraîne donc du coup la chute d'une partie de cette droite qui à présent sera relativement morcelée. Et on avait terminé quand même avec un événement marquant au début de l'été 1793, avec la mort de Marat, assassinée dans sa baignoire par Charlotte Corday, une jeune noble qui venait de Caen, un des bastions des Brissotins, et du coup on se doute que la suite leur sera pas spécialement très favorable. Alors aujourd'hui on va parler du coup du deuxième semestre de l'année 1793 et du premier semestre de l'année 1794, et je vous propose de regarder plus en détail ce dont on va parler. On va déjà essayer de parler de cette droite et de cette gauche qui, malgré tout, sont relativement morcelées. Faut pas se mentir. On va parler de la place des femmes dans la Révolution. On a vu que les femmes étaient très présentes depuis le début de la Révolution, on y reviendra après. Mais il faut quand même qu'on s'intéresse à quelques figures. J'avais dit au début, à la première séance, qu'on ne s'attardera pas sur des grandes figures. Il y a forcément des moments où vous êtes obligé quand même de parler des gens. Mais je pense que pour le cas des femmes, il faut vraiment en parler parce qu'on n'en parle pas assez. Et pourtant, elles jouent un grand rôle. Et pourtant, elles sont très actives dans la vie politique, elles sont très impliquées politiquement, et parfois de manière bien plus radicale que ce que l'on imagine. Donc aujourd'hui, on va essayer un peu de remettre l'église au milieu du village. Et on va parler de la terreur. Parce que 93 et 94, c'est quand même 2 années que l'on qualifie très régulièrement d'années de la terreur. Avec un grand T, avec un petit T, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qu'on met derrière. Est-ce que c'est vraiment si important que ça? Réponse oui, c'est très important. Mais il faut qu'on déconstruise un peu certaines choses, il faut qu'on détricote aussi d'autres choses. Donc aujourd'hui, on va beaucoup parler de la terreur, d'essayer de comprendre. Et c'est parce que c'est des choses qui reviennent aussi dans le débat public aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas non plus mettre tous les fruits dans le même panier. Et forcément, si on parle de terreur, on parlera des guerres de Vendée qui sont relativement sanglantes, relativement meurtrières, et on terminera avec la lutte des factions. Autant vous dire aujourd'hui que il se pourrait que cette séance soit un petit peu dure en termes de violence. Donc si jamais vous ne sentez pas le cœur à écouter le bruit des têtes qui tombent sur le sol, vous pouvez vous abstenir, vous pouvez vous en aller, ou si vous êtes sur internet, vous pouvez éteindre cette vidéo pour l'instant. Alors on va commencer par cette gauche et cette droite, parce qu'il faut remettre quand même les choses dans leur contexte. On en a parlé un petit peu tout à l'heure brièvement, mais c'est important. On a, depuis le début de la Révolution, la peur du complot. Le complot des nobles qui voudraient se venger de la prise de la Bastille, qui voudraient se venger de l'Assemblée nationale. On a les émigrés, ceux qui partent à l'étranger pour lever des armées. Puis on a après, en France,
les peurs du complot interne, hein, les contre-révolutionnaires, les prêtres réfractaires, on a la peur du complot permanente. Et du coup, dès que quelqu'un ne fait pas à peu près ce que nous on ferait, on l'accuse d'être contre-révolutionnaire, d'être un traître, d'être un comploteur, et de ce fait d'être un ennemi de la révolution. Et ça marche dans tous les camps, hein. Tous les camps s'accusent mutuellement les uns les autres d'être contre-révolutionnaires. On va voir, ça va prendre son paroxysme aujourd'hui. Donc, la droite avait porté les premiers coups, comme je le disais tout à l'heure, en faisant arrêter Marat. Marat, donc, comme je le disais, s'en sort bien. Elle fait pareil avec Hébert. Hébert, finalement, s'en sort bien. Et du coup, les leaders brissotins sont décrétés en état d'arrestation. Alors, tous ne sont pas arrêtés, hein. Certains arrivent à fuir. On prend l'exemple de Brissot, hein, le leader charismatique de cette droite. Brissot qui historiquement est de gauche, hein, quand même, hein, mais bon, on évolue au fur et à mesure de notre vie, hein. Brissot finit par s'enfuir, hein, et il est rattrapé quelques temps plus tard et enfermé en prison. Bon. Son collègue Vergniaud, dont on a déjà parlé un petit peu quand même, Vergniaud, lui, restera droit dans ses bottes et refusera de fuir. Il sera arrêté tout naturellement, sans avoir levé le petit doigt. Tous les destins sont pas aussi glorieux, entre guillemets, hein, que ceux de Vergniaud, parce que Vergniaud, il y a quand même un certain panache dans le fait de ne pas bouger, de dire que si on fuit, finalement, c'est déjà se déclarer soi-même coupable. Bon, tout le monde n'a pas ce panache-là. On ne sait pas d'ailleurs si nous on l'aurait le panache, ça m'étonnerait. Mais par exemple, des gens comme Pétion et Buzot, Pétion dont on a beaucoup parlé, hein, quand même, hein. Pétion et Buzot fuient, eux, et par peur d'être arrêtés, finissent par se tirer une balle de revolver dans la figure. Donc ils se suicident. Pareil, à droite, toujours, il y a Condorcet. Alors Condorcet, je fais quand même une parenthèse, Condorcet est historiquement proche des Brissotins. Ça, c'est à n'en point douter. Mais il prend quand même beaucoup de recul ces derniers mois, notamment vis-à-vis des questions de l'esclavage. Non pas que Brissot, justement, change. Brissot, qui historiquement avec Condorcet est lié à la lutte contre l'esclavage, hein, contre la traite, hein. C'est pas que Brissot, avec le temps, change de position sur l'esclavage, c'est que naturellement, ils ont été élus par des départements comme la Gironde, des départements qui ont comme intérêt le transport maritime, la traite, le commerce d'esclaves, ce genre de choses. Du coup, Brissot ne change pas de position, mais Brissot est un peu plus en retrait vis-à-vis des questions et des débats sur l'esclavage, alors que Condorcet, c'est quelqu'un qui continue énormément à s'investir dans la lutte contre la traite, dans la lutte contre l'esclavage. Il prend un peu ses distances avec les Brissotins, mais malgré tout, il est quand même associé naturellement, historiquement, comme je le disais, à cette mouvance politique, et du coup, il est décrété en état d'arrestation lui aussi. Il va s'enfuir, il va se cacher pendant un long moment, et puis un jour, il va se faire arrêter, il va être emprisonné, et il meurt en prison. Alors, il meurt pas de vieillesse en prison, ça c'est tout ce qu'on sait. On ne sait pas s'il s'est empoisonné lui-même avec du poison qu'il aurait caché, je sais pas, dans un bijou. On ne sait pas si on l'a aidé à se suicider. On ne sait pas s'il fait un accident vasculaire cérébral, parce qu'il en avait déjà fait un petit peu avant. On ne sait pas de quoi il meurt, mais ce qu'on sait, c'est que Condorcet, il meurt en prison. Et puis, il y a une autre grande figure, hein, parmi les Brissotins, les Girondins, c'est Roland. Roland, qu'on avait vu, parce que déjà, c'est le mari de la très charismatique Manon Roland, hein, qui tient un salon à Paris où l'élite de la droite se retrouve. Roland qui était au ministère. Et Roland, lui, c'est pareil, il va fuir, il va se cacher pendant quelques temps. Et pour des raisons que j'exposerai un petit peu plus tard, Roland va se suicider au cours de l'année 93. Donc voilà, on a, je le rappelle, des leaders brissotins qui sont arrêtés. Certains se suicident, certains sont véritablement arrêtés. Et c'est pas tous les brissotins, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. C'est seulement une partie des leaders, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que, suite au coup de force d'Henriot, hein, pointer les canons contre la Convention, ça reste quand même quelque chose qu'on pourrait rapprocher naturellement d'un coup d'État. D'ailleurs, c'est souvent appelé le coup d'État. Face à ce coup de force-là,
il y a une partie des députés, 75 députés exactement de la Convention, qui vont lancer une pétition pour exiger la libération des leaders brissotins. Et ben, ces 75 députés, alors c'est des gens de la Plaine, pour la plupart, c'est des gens aussi de la Gironde, hein, des Brissotins, qui n'étaient pas en état d'arrestation jusqu'alors. Et ben, eux, ils vont être décrétés également en état d'arrestation à partir du 3 octobre. Parce qu'on estime que, bah voilà, ils veulent rejoindre le camp des traîtres en les soutenant, donc bah, de ce fait, on les met en état d'arrestation. Il y a quand même un point à noter, et c'est un point qui va avoir quand même une importance capitale pour les mois à venir, c'est que ces députés-là, qui ont fait la pétition et qui sont arrêtés, eh ben, ils ne seront pas jugés pour l'instant à la demande de Robespierre. Robespierre va faire un très long discours dans lequel il va essayer, entre guillemets, de préserver la tête de ces députés-là. Et on va voir que ces députés vont lui être extrêmement reconnaissants, pendant quelques temps du moins, avant un petit revirement de situation. Alors, là, c'est la droite qui est relativement morcelée, mais parlons un peu de la gauche. On a une gauche qui est quand même relativement divisée aussi. L'une des figures charismatiques jusqu'alors de la gauche, c'était quand même Marat, hein. On sait que des gens de la gauche comme Robespierre jouissent d'une certaine aura, c'est incontestable, mais rien n'est comparable à l'aura de Marat. Marat, ça reste l'ami du peuple, ça reste une figure emblématique, charismatique, hein. Alors, il se fait bien sûr assassiner par Charlotte Corday, donc une noble, donc associée à la droite ou à la contre-révolution même, hein. Euh, mais Marat jouit d'une aura comme personne n'en jouit jusqu'alors. C'est-à-dire que Marat même, on va même exposer son cœur au club des Cordeliers. On va faire tout un cérémonial très étrange. Marat, on va finir par le faire rentrer au Panthéon. Marat, c'est quelqu'un, même mort, il a beaucoup plus d'aura que des gens qui sont encore vivants. Et du coup, on se demande, mais qui va réussir à être une figure aussi charismatique pour le peuple que Marat l'a été? Naturellement, on se pose la question. Alors, il y a plusieurs mouvances qui se dégagent, hein. Camille Desmoulins, Danton, bon, vont essayer. Danton, jusqu'à la fin 93, début 94, Danton, ça reste quelqu'un de très apprécié. C'est une gueule, comme je le disais, hein. C'est quelqu'un qui est capable de faire des discours sans prompteur, sans texte. Voilà, c'est tout improvisé. C'est quelqu'un qui a toujours le sens de la formule, hein, la punchline, comme on disait aujourd'hui, comme on dirait aujourd'hui. Donc, mais ça reste des gens qui sont très très modérés, hein, dans la gauche, hein. Alors, ils ont des positions parfois, hein. Danton, fin 93, va exiger que la terreur soit enfin appliquée. Donc ça montre bien, puis même on verra dans la lutte des factions, ça reste quelqu'un de très très euh, très farouchement opposé à, à certains opposants. Mais malgré tout, ils ont une approche politique de la vie sociale, de la vie législative, qui est relativement modérée. Alors, plus à gauche encore, on a des gens comme Robespierre. Je l'ai dit la dernière fois, je l'ai dit la fois d'avant encore, Robespierre, on en fait vraiment toute une figure de proue de l'extrême gauche aujourd'hui. Robespierre, une fois pour toutes, on le dit, on le redira plus, Robespierre n'est pas l'extrême gauche. Robespierre n'a jamais été l'extrême gauche. Robespierre, c'est vraiment, au sein de la montagne, c'est l'incarnation du juste milieu. Et Robespierre, mais on en parlera vraiment la prochaine fois, parce que je pense que la prochaine fois, ce sera un épisode pleinement destiné à Robespierre, mais Robespierre, c'est quelqu'un de terrible dans le sens qu'il a des positions morales, des positions éthiques qui sont très droites. Pas droite dans le sens la droite de l'Assemblée, c'est que on le surnomme, avec quelques autres, l'incorruptible. C'est l'un des rares qui n'a pas, au niveau des mœurs, qui n'a pas profité de quelconque avantage personnel de la Révolution. Danton, comme je le disais l'autre fois, Danton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de belles positions, mais qui reste un opportuniste. Danton, on peut dire ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui mange à tous les râteliers. Robespierre, c'est quelque chose qu'il ne peut même pas concevoir. Il faut vraiment étudier la personne de Robespierre. Robespierre n'est pas l'extrême gauche. Robespierre n'est pas pour l'anarchie.
n'est pas pour une violence spécialement toute puissante. Robespierre, c'est vraiment le juste milieu de la gauche. Voilà. Plus à gauche, par contre, enfin même à l'extrême gauche maintenant, on a des gens qui sont l'incarnation des sans-culottes à l'Assemblée. Des gens comme Hébert. Hébert, c'est la figure de proue de ce qu'on appelle, a posteriori, les hébertistes. Parfois même on les appelle les exagérés parce qu'on trouve qu'ils vont trop loin dans leur position. Et Hébert, c'est vraiment, je le dis de manière très schématique, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire pour bien comprendre. Parce qu'on est quand même dans une séance de vulgarisation et qu'on ne peut pas non plus rentrer dans des détails super techniques en faisant plein de dissociations. Mais Hébert, si vous voulez une représentation qui, selon moi, me paraît cohérente, Hébert, c'est la représentation des sans-culottes à la Convention. Ni plus ni moins. Et quand je dis sans-culottes, il faut rappeler ce qu'on met derrière le terme sans-culottes. Les sans-culottes, ce n'est pas des pauvres qui font la manche. Les sans-culottes, ce sont des petits patrons, de grands ouvriers qualifiés, des gens qui sont établis dans la société et qui ont peur justement de sombrer dans la précarité, dans la pauvreté et qui de fait demandent des mesures radicales pour jamais avoir à tomber là-dedans. Et on va voir que d'ailleurs, c'est précisément parce que les sans-culottes ne sont pas des pauvres que certaines mesures exigées par les sans-culottes vont, entre guillemets, complètement à l'encontre, parfois, de l'intérêt du peuple parisien et du peuple de France. Donc Hébert, c'est la frange gauche de l'Assemblée, la frange sans-culotte de l'Assemblée. Et il est déjà relativement critiqué par tous les autres. Beaucoup plus à droite, on trouve qu'il va trop loin. Il est entouré de gens comme Vincent, comme Ronsin, mais on en parlera plus tard. Il y a même des gens comme Collot d'Herbois et Billaud Varenne, dont on a déjà parlé, qui sont proches des idées d'Hébert, qui naviguent entre Hébert et Robespierre. Mais voilà, Robespierre, on voit déjà qu'il y a des gens beaucoup plus à gauche que lui. Et Hébert étant déjà très critiqué, les exagérés, on les appelle, mais il y a encore pire qu'Hébert. Pire, pas au sens du jugement que je pourrais porter, c'est pas du tout le cas. Mais aux yeux de l'Assemblée, il y a pire qu'Hébert, et pire qu'Hébert, c'est Jacques Roux. Jacques Roux, donc c'est un prêtre, et qui a des positions très très fermes, alors pas communiste, il n'est pas pour une économie de mise en commun des biens de la société, pas du tout, il n'est pas pour une abolition de la propriété privée, pas du tout, mais il a des positions terribles, et terribles dans le sens où elles sont alors, populaires au sens de faites pour le peuple. Ce qu'il propose, lui, c'est vraiment euh, des mesures pour la population, pas seulement pour les sans-culottes, pour la population. Et le problème, c'est comme on les appelle les enragés, ça ne tombe pas du ciel, c'est qu'on trouve qu'eux, ils vont beaucoup, beaucoup trop loin. Eux, il faut leur couper l'herbe sous le pied. On l'a vu pendant la séance précédente d'ailleurs. La montagne, même si des fois elle n'a pas envie, elle n'a pas envie que Jacques Roux prenne trop de place. Donc des fois la montagne passe des mesures avant que Jacques Roux puisse tenter quoi que ce soit. Et de fait, c'est la montagne qui gagne un peu de capital sympathie au détriment de Jacques Roux, mais le but de toute la gauche, mais même de toute la Convention de manière générale, c'est de couper l'herbe sous le pied de Jacques Roux et peut-être même d'essayer de lui couper la tête. Donc voilà, on a une gauche et une droite qui sont quand même relativement divisées. La droite parce que la plupart sont en prison ou certains ont commencé à mourir, et puis la gauche parce que voilà, il n'y a personne qui arrive plus ou moins à récupérer l'aura de Marat. Alors, Jacques Roux y arrive un petit peu, mais très rapidement ça va se détricoter pour lui. Hébert va tirer son épingle du jeu, mais les trois autres sont très appréciés. Puis je représente que trois personnes, mais ils sont très nombreux à gauche. Mais en termes de figure charismatique, euh, même si Robespierre, Danton jouissent d'aura très appréciable, c'est pas du niveau de Marat. Marat, même mort, sa popularité est au-dessus de toutes ces personnes-là. Et maintenant, il faut quand même qu'on se penche sur la question des femmes. Alors, la question des femmes, elle est très importante, parce qu'on sait que les femmes sont très présentes pendant la Révolution. C'est même pas qu'elles sont très présentes, c'est qu'elles sont partout. Et pourtant, quand on se souvient, alors là je parle pour les plus anciens, quand on se souvient de nos cours, c'est pas ce qui ressort le plus, les femmes.
Alors après, j'ai pas repris les programmes de ma scolarité, mais c'est vrai que les femmes, ça reste des personnes qui sont très peu mises en avant, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Ça s'explique, hein, parce que bah, déjà, il faut se dire que les femmes ne sont pas actrices au sens politicien du terme. J'insiste sur le mot politicien. Politiquement, elles sont actrices. De manière politicienne, elles ne siègent pas. Elles ne siègent pas à la Convention. Donc, de fait, bah, on les exclut du jeu politique officiel. Et il y a aussi, quand même, il faut bien le dire, à gauche comme à droite, des députés qui sont relativement conservateurs, pour pas dire misogynes d'ailleurs. Il y a beaucoup comment dirais-je, de fantasmes, de visions horribles de la femme, de visions misogynes, hein, il faut le dire, qui naissent aussi à cette période-là, hein. Alors, rappelons déjà quand même les choses évidentes. Les femmes sont omniprésentes pendant la Révolution. On les a vues pendant la journée des Tuiles à Grenoble. On les a vues pendant la prise de la Bastille. On les a vues pendant les journées d'octobre, les journées de la marche des femmes, hein. Elles étaient là. On les a même vues pendant les Tuileries. En gros, dans tous les événements marquants, elles sont là. Quand les femmes sont là, quand elles se déplacent, elles font bouger. Elles font basculer la tendance. Mais elles ne sont pas là que dans les événements violents, parce que là, ce serait aussi caricaturé. Elles sont aussi à l'Assemblée, à la Convention. Il y a ces groupements de femmes qu'on appelle aujourd'hui les tricoteuses, qu'on appelait à une certaine époque même les furies de la guillotine. C'est vous dire l'image, encore une fois, que les conventionnels pouvaient avoir des femmes, hein. Les tricoteuses, on va les appeler, nous. Enfin, ce n'est pas nous qui les appelons comme ça, hein, c'est la postérité. Mais c'est des femmes du peuple, hein, qui assistent aux séances de la Convention, hein. Les séances sont publiques, hein, donc dans les gradins, dans les tribunes, elles viennent, elles tricotent. Et puis en même temps, elles écoutent les débats. Mais elles sont aussi présentes dans certains clubs, elles sont présentes aux séances du tribunal révolutionnaire, et c'est à cette période-là que va commencer à naître toute l'imagerie populaire de la femme hystérique, complètement soumise à ses pulsions et tout ça, et qui du coup bah, doit être écartée du jeu politique, hein. Et du coup, alors j'aime pas dire l'expression du coup, mais des fois je pas, c'est un tic verbal. Euh, on va essayer quand même de se pencher sur quelques figures, parce que là on voit que c'est des femmes regroupées en un seul mouvement, euh, mais il y a des tendances quand même. Et on va essayer de dégager pour bien voir les tendances entre les différentes tendances entre les femmes de droite et les femmes de gauche. Et je commence directement en me mettant dans une situation compliquée. La première femme dont je vais vous parler, je la mets dans les femmes de droite, mais on pourrait me dire très justement que c'est plutôt une femme de gauche. Et ouais. Mais la fin de son parcours me laisse entendre que c'est une femme de droite. Du coup, on va garder cette idée-là. C'est Anne-Joseph Théroigne de Méricourt. Alors, comme je le dis, à la base, c'est quand même une femme de gauche, hein. C'est là une des premières femmes qui siège dans les tribunes de l'Assemblée constituante, hein. Donc voilà. Et quand je disais tout à l'heure que les conventionnels, les députés de la Convention étaient très conservateurs, voire misogynes, ça ne veut pas dire par opposition que leurs ennemis sont des gens qui sont tout à fait pour la cause féministe. Non, les contre-révolutionnaires sont aussi de grands misogynes. D'ailleurs, dès le début, hein, elle est traitée par les contre-révolutionnaires de catin, hein. On l'accuse d'avoir eu des relations frivoles avec toute une partie des députés des assemblées, hein. Pendant la prise des Tuileries, elle est accusée d'avoir lynché un royaliste, donc elle va subir une détérioration de sa réputation qui va avoir un impact. C'est une femme de gauche, certes, et elle est très proche des Brissotins au moment de la législative, au moment où les Brissotins sont encore de gauche. Mais quand les Brissotins tournent à droite, quand les Brissotins virent à droite, eh ben elle les suit encore. Et c'est peut-être ça qui va, entre guillemets, contribuer à salir un petit peu encore plus son image. Alors, on a déjà sali de manière, encore une fois, tout à fait horrible, hein. On la traite de catin, on la traite d'être inhumaine, soumise à des pulsions sanguinaires, ce genre de choses-là. Et le fait qu'elle suive les Brissotins à droite, bah, les tricoteuses dont on parlait il y a quelques instants vont la prendre à partie à la Convention, ils vont la déshabiller publiquement, ils vont même la battre publiquement. Les tricoteuses, c'est pas juste des femmes qui tricotent, hein, vous voyez, c'est quand même des gens qui sont capables de bouger aussi un petit peu.
Ironiquement, c'est Marat, grande figure de la gauche, qui va arrêter les tricoteuses. Mais le mal est fait. On ne sait pas si c'est ça. De toute façon, c'est même pas entre guillemets la partie la plus intéressante, mais elle va sombrer dans la folie. On ne sait pas si c'est lié justement aux humiliations répétées. On ne sait pas s'il y a un vrai terreau à la base qui se développe avec le temps. On ne sait pas, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à partir de là, on va la voir de moins en moins et elle va finir internée euh, très rapidement. Et elle mourra très longtemps après, hein. Parmi les autres femmes de droite, alors ça, c'est des femmes dont on est sûr qu'elles sont de droite, hein. Il y a Olympe de Gouges. Alors, Olympe de Gouges, c'est représenté souvent, c'est repris souvent comme l'exemple même du féminisme. Alors, Olympe de Gouges, on en avait parlé avec la Déclaration des droits de la femme, hein. C'est relativement révolutionnaire pour l'époque, c'est très engagé, bien sûr. Mais Olympe de Gouges, c'est quelqu'un qui à la base est proche de la montagne, hein, mais qui très rapidement va revirer vers les Brissotins. Et Olympe de Gouges, c'est une personne qui a des positions parfois révolutionnaires, hein, la Déclaration du droit de la femme, mais c'est quelqu'un qui reste très conservatrice dans sa vision de la famille, dans sa vision de la société. C'est une femme qui plaît, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle est citée souvent par la droite, c'est parce que justement c'est une femme qui a des valeurs en commun avec la droite, hein. Au même titre que Manon Roland. Manon Roland, c'est quelqu'un de très très politisé, hein. C'est elle qui tient des grands discours dans les clubs. Elle possède son propre salon, hein. Son mari aussi, c'est Jean-Marie Roland, dont on a parlé tout à l'heure. Jean-Marie Roland, qui est quand même au ministère, et voilà. Elle est ultra politisée. C'est une femme très influente, hein. Il y a beaucoup de réunions qui n'auraient pas pu s'organiser si elle n'avait pas été là. Donc voilà, ça c'est des femmes quand même dont il faut encore saluer une fois le rôle, parce que chacune, même si là vous avez l'air de croire que j'ai déprécié complètement leur rôle, c'est pas du tout le cas, mais je pense qu'on entend souvent parler d'Olympe de Gouges et très peu souvent des deux autres. Et je pense qu'elles mériteraient qu'on se penche plus sérieusement sur leur cas. C'est peut-être probablement fait, j'ai pas eu le temps de tout lire bien évidemment, hein. Mais si vous avez l'occasion de vous pencher sur Thérouanne de Méricourt et Roland, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer et, euh, et ce sera un grand bien, je pense, pour tout le monde qu'un jour on puisse enfin exhumer toutes ces traces féministes du passé. Et en parlant de féminisme, on a des femmes de gauche. Alors, on a vu trois femmes de droite, on va dire par équité de traitement, je vais prendre que trois femmes à gauche, hein. On est d'accord. Bon, la plus connue, c'est Lucille Desmoulins, femme de Camille Desmoulins. Alors, qui va rester discrète par de nombreux endroits, mais qui, au cours de l'année 1794, va monter un petit peu en puissance, hein. Je préfère pas m'étendre sur elle parce que je vais peut-être faire une séance spéciale Camille et Lucille Desmoulins. Donc, je vous la mets de côté. Sachez que c'est une personne qui va avoir un grand rôle, d'ailleurs, qui va, je ne vais pas vous le cacher, finir avec la tête coupée, hein. Mais je ferai une parenthèse très prochainement, je pense, sur elle et son mari, parce que c'est vraiment un truc à part et il faut vraiment le garder en considération. Au contraire, je vais m'attarder en revanche sur des personnes qui vont très vite disparaître de la circulation, des femmes de gauche, qui sont euh, Pauline Léon et Claire Lacombe. Alors, Claire Lacombe et Pauline Léon, qui c'est? Alors déjà, c'est des femmes qui sont très proches de Jacques Roux, les enragés, extrême gauche. Et elles incarnent un mouvement qu'elles vont essayer de regrouper, hein, qui s'appellera la Société des Républicaines Révolutionnaires. C'est une société exclusivement féminine, pas permis pour les hommes, hein. C'est pour ça quand il y a quelques années, on nous a dit oui, il y a certains mouvements féministes qui refusent l'entrée d'hommes, ouais, le féminisme ça a changé. Non, vous voyez, déjà à l'époque, elles avaient des positions quand même qui étaient assez radicales. Et elles ne demandent pas n'importe quoi, hein. Elles ne demandent pas à ce que, excusez-moi l'expression, à ce que Bobonne ait le droit de faire à manger librement ou quoi que ce soit. Non, non. Elles ont des revendications comme le droit de prendre les armes, le droit d'être élu, le droit à l'égalité dans tous les domaines de la vie, pas uniquement politique. Et justement, elles vont rapidement avoir
elles vont rapidement avoir des problèmes, parce que le fait qu'elles se rapprochent de Jacques Roux qui est détesté par tout le reste de l'Assemblée, et ben du coup, ça va les mettre dans une position relativement délicate. Et très rapidement, de toute façon, les conventionnels vont voter le fait que toutes ces femmes-là, c'est un problème, et que maintenant, elles n'auront plus le droit de se regrouper. Ils vont dissoudre la Société des révolutionnaires, républicaines révolutionnaires, ils vont la dissoudre, et ils vont interdire aux femmes de se regrouper à plus de 5. Donc là, on a un acte complètement misogyne. Il y a un député, puisqu'il faut quand même saluer, il y a un député de la montagne qui, lui, va s'opposer à cette décision et qui va dire que de quel droit on devrait exclure les femmes du jeu politique. Mais il est seul. Et c'est pas Robespierre, c'est pas Danton, c'est pas tout ça. Je perds son nom là au fur et à mesure du truc, mais c'est pas grave. En tous les cas, les femmes vont avoir une vie, enfin ces femmes-là, en tout cas Pauline Lacombe et Claire Héron, vont très rapidement disparaître de la circulation. Voilà, tout bêtement. Donc les femmes jouent un très grand rôle pendant la Révolution. Très grand rôle. Euh, Là, elles sont même, pour l'exemple de Claire Lacombe et Pauline Léon, ce sont des personnes qui ont influencé d'ailleurs sur le combat féministe tout au long du 19e et du 20e siècle. C'est des gens qui ont relativement influencé la cause féministe, notamment en politique. Mais ce sont des femmes qui, malheureusement, étaient peut-être trop en avance sur leur temps, parce que, et puis en plus trop proche de Jacques Roux, trop proche de l'extrême gauche, ça a pas spécialement porté ses fruits. Mais voilà, c'est important de remettre l'église au milieu du village et de rendre, comme on dit chez nos amis anglophones, de rendre ses fleurs, de rendre la gloire aux personnes qui le méritaient quand même très largement parce qu'elles sont encore sous-représentées dans l'étude de l'histoire de la Révolution française. En revanche, il y a quelque chose qui n'est pas sous-représenté dans l'histoire de la Révolution française, c'est cette fameuse terreur. C'est un mot que vous avez déjà entendu, obligatoirement. Même si vous n'êtes pas intéressé à la Révolution, c'est un mot que vous avez déjà entendu. Aujourd'hui, quand vous parlez de terroristes, ça vient déjà puiser ses racines aussi dans cette période-là de la Révolution. Et la première chose qu'on pourrait se demander, c'est terreur ou terreur. Certains écrivent la terreur avec un petit t, et d'autres écrivent la terreur avec un T majuscule. Est-ce que ça fait une différence? Réponse, oui. La terreur, c'est l'ensemble des violences, des procédés violents qui ont eu lieu durant une période de la Révolution française. Est-ce qu'il y a lieu de nier ces violences, de nier cette terreur avec un petit t? Non. C'est évident que c'est une période qui est très violente. Ça, personne ne peut remettre en cause cette terreur-là, la terreur avec un petit t. En revanche, la terreur avec un grand T, c'est ce que l'on présente, et ça, vous pouvez ouvrir n'importe quel ouvrage du cursus scolaire, vous pouvez même ouvrir beaucoup de magazines, de nombreux livres, dans de nombreuses conférences, on présente la terreur avec un grand T, avec un T majuscule, comme un système politique où la violence serait gérée par le pouvoir et que ce serait des décisions du pouvoir de mettre le pays à feu et à sang. Est-ce que c'est vrai? Beaucoup plus discutable. Est-ce que vraiment le gouvernement qui se met en place, le gouvernement révolutionnaire, est-ce que c'est vraiment ce gouvernement-là qui veut la terreur avec un grand T? Parce que la terreur avec un grand T, la première fois qu'on en parle, c'est pendant l'été 1794. Et elle disparaît quand, cette terreur? Pendant l'été 1794. L'été 1794, ça concerne la prochaine période de la prochaine séance, mais du coup, il faut quand même en parler un petit peu aujourd'hui. La première fois où on parle de la terreur avec un grand T, c'est au moment où elle est supposée disparaître. Quand la terreur disparaît, on dit bah voilà, tout ce qui vient de se passer là, c'était la terreur avec un grand T. Sauf que jusqu'à présent, on n'en avait jamais parlé. On parlait effectivement
de terreur avec un T minuscule, c'est-à-dire d'action, de procédés violents pour détruire les ennemis de la révolution, pour détruire les ennemis de la patrie, bien sûr, mais jamais d'un système politique conçu pour détruire tous les opposants. Et du coup, effectivement, ça apparaît à l'été 1794, alors que c'est supposé disparaître au moment où le mot apparaît. Et d'où est-ce que ça vient alors, ce mot terreur avec un grand T? Si finalement on en parle au moment où on le détruit, quelle en serait la première trace, quelles en seraient les prémices? Et bien pour beaucoup de gens, ça commence le 5 septembre 1793. Les sans-culottes débarquent à la Convention. Hein. Ils sont très tendus, les sans-culottes. Et ils exigent plusieurs choses. Ils veulent qu'on mette la terreur à l'ordre du jour. Alors qu'est-ce que ça veut dire mettre la terreur à l'ordre du jour? Les sans-culottes ont trois, grosso modo, hein, ils ont trois revendications principales. La première, c'est que jusqu'alors on a une armée professionnelle. Les sans-culottes, qui, je le rappelle, sont des petits patrons, des petits artisans, des gens très établis qui ont peur justement de sombrer dans la précarité, dans la pauvreté. Ils trouvent que les armées de la France ont besoin d'aide. Ils trouvent que ça va pas assez loin et ils demandent du coup la création d'une armée révolutionnaire. Et ils demandent la création d'une armée révolutionnaire avec leur propre tribunal, un tribunal sans culotte, hein, et une guillotine pour exécuter les gens qui veulent. Et de fait, ils demandent la mise à jour, la mise à l'ordre du jour de la terreur. Alors, mise à l'ordre du jour de quoi? Alors, de la terreur, ok, mais la mise à l'ordre du jour de la Convention, la mise à l'ordre du jour d'un point de vue philosophique, à partir de maintenant, nous gouvernerons par la terreur. Les sans-culottes demandent quelque chose qui finalement n'est pas très clair. La Convention, dans un premier temps, va répondre en saluant la volonté des sans-culottes, en disant « Braves sans-culottes, vous voulez des moyens, on va essayer de vous les donner. » Et d'ailleurs, on joue avec les mots à ce moment-là. Parce que ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que la Convention, elle veut garder le contrôle de la violence. Il est hors de question qu'on retrouve des massacres de septembre. C'est-à-dire qu'on donne carte blanche à des personnes qui ont été capables de se livrer à des massacres, qu'il faut bien rappeler, sont ignobles. Hein. Il est hors de question qu'on perde le contrôle de la violence. On va répondre, du coup, en essayant de détourner un petit peu la réponse du propos originel. On va saluer la prestation des sans-culottes en disant « Braves sans-culottes, vous avez demandé que la terreur soit mise à l'ordre du jour, vous aurez la justice. » On ne veut pas mettre la terreur à l'ordre du jour. On ne veut surtout pas mettre la terreur à l'ordre du jour. Le but, je le rappelle, hein, tout le monde a en tête la prise des Tuileries, les massacres de septembre, même la prise de la Bastille plus antérieurement. On ne veut pas ressombrer dans des violences comme ça. De ce fait, la Convention va dire « Ok, on vous donne une armée ». C'est excellent pour la Convention, parce que les sans-culottes, ils commencent à être dérangeants. Tous les 4 matins, ils viennent gueuler, excusez-moi l'expression. Tous les 4 matins, ils disent qu'ils vont casser la figure à plus ou moins tout le monde et peut-être ressombrer dans de nouveaux massacres. Si on leur donne une armée, eh ben, ils vont se barrer à l'autre bout du territoire et pendant ce temps, ils nous ficheront un peu la paix à Paris. Donc, on leur donne une armée, pas de problème. En revanche, on refuse de leur donner un tribunal et une guillotine. On se dit, ils vont aller s'entretuer avec les contre-révolutionnaires à l'autre bout du territoire. C'est un moyen de se débarrasser d'eux. Hein. On leur donne une armée révolutionnaire littéralement pour se débarrasser d'eux. Hein. Et par contre, personne ne se prononce sur la mise à l'ordre du jour de la Convention, hein, de la réunion de la Convention du 5 septembre. Le problème qui se pose, hein, c'est que pendant extrêmement longtemps, pendant plus de 200 ans, comme les sans-culottes ont demandé la mise à l'ordre du jour de la terreur, eh bien, tout le monde a répété, tout bêtement, que la terreur avait été mise
à l'ordre du jour le 5 septembre 1793. Et ça justifiait de fait, eh ben voyez, la terreur a été mise à l'ordre du jour de la Convention, ça montre bien que la terreur est institutionnalisée. Problème, un historien, Jean-Clément Martin, se pose un jour la question, Jean-Clément Martin qui est encore vivant aujourd'hui, on lui souhaite d'être vivant encore très longtemps. Jean-Clément Martin un jour se pose la question, mais du coup ça a commencé comment la terreur? D'où ça vient? À partir de quand ça commence réellement? Et quand il se plonge dans les archives, parce que tout ce qui se fait à la Convention, tout ce qui se dit, tous les discours qui sont prononcés, tout est archivé. L'ordre du jour des séances est archivé de manière très stricte. Jean-Clément Martin fouille, et justement il tombe sur cette journée du 5 septembre, et lui depuis le début, tous les historiens, tout le monde raconte que le 5 septembre, la terreur est mise à l'ordre du jour, donc il n'y a pas de raison qu'il ne le trouve pas, et il ne trouve rien. Et c'est là qu'il en tire des premières conclusions, il sera rejoint par nombre de collègues après, c'est qu'en fait personne n'avait vérifié depuis le début, personne n'avait vérifié ses archives. Et il s'aperçoit que la Convention va faire bonne figure devant les sans-culottes. La Convention va dire on va vous suivre, on ne va pas vous suivre sur tous les trucs, on ne vous donne pas de tribunal, de guillotine, mais nous vous avons entendu. Comme ça, les sans-culottes vont leur foutre la paix, on va pouvoir les envoyer s'entretuer avec les contre-révolutionnaires à l'autre bout de la France, mais surtout, on ne met pas la terreur à l'ordre du jour. La terreur qui serait, entre guillemets, un régime politique à travers lequel, finalement, on pourrait retrouver les totalitarismes du 19e ou du 20e siècle. Non, parce que tout le but de la Convention pendant cette période-là, c'est non pas d'être de plus en plus violent, c'est de contrôler cette violence, c'est de la cadenasser. D'accord? Donc, ça va pas du tout. Et aujourd'hui encore, quand on vous dit que la terreur a été mise à l'ordre du jour, vous pouvez aller consulter les archives sur Internet. Vous pourrez, je l'ai fait du coup moi à titre personnel. Alors je l'ai pas fait sur Internet, je l'ai fait par l'intermédiaire de quelqu'un qui avait déjà les documents photocopiés. Mais on n'a pas de trace de la mise à l'ordre du jour de la Convention. On n'en a pas. Donc, si quelqu'un vous dit un jour que la terreur a été mise à l'ordre du jour, c'est pas vrai, tout simplement. Ce qui fait qu'on est dans une situation relativement compliquée quand même. On ne sait pas quand est-ce que ça commence, cette fameuse terreur avec un grand T. Est-ce que ça a vraiment commencé du coup? On pourrait légitimement se poser la question. Mais il y a quelque chose qui, qui sert, entre guillemets, d'argument d'autorité pour ceux qui estiment que la terreur avec un grand T a vraiment existé, et c'est la loi des suspects. À l'automne 93, on a une loi des suspects qu'on attribue, or, déjà à la terreur. La loi des suspects, pour beaucoup de gens, c'est la preuve que la terreur existe. Et souvent, on associe, pour une raison que j'ignore, la loi des suspects à Saint-Just et à Robespierre. Pas du tout. La loi des suspects, c'est fait par Merlin de Douai et par Cambacérès. Cambacérès dont on a déjà parlé. Cambacérès qui est un homme de la plaine, donc pas du tout de la gauche. Merlin de Douai est de la montagne, mais c'est pas du tout des extrémistes. Parce qu'on voit souvent la loi des suspects comme l'hystérie de la gauche. Merlin de Douai est de gauche, mais il sera directeur sous le directoire, et puis Cambacérès, il sera consul sous le consulat. Donc c'est très loin d'être des gens, des militants enragés ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est que cette loi des suspects? En gros, on sent bien qu'il y a une volonté des sans-culottes quand même de clasher un petit peu, et on sent que les massacres de septembre sont pas très loin. On commence à avoir peur de ça. Donc le but, c'est de faire une loi des suspects en disant au comité, vous allez nous dire qui sont les suspects, il y a des comités de surveillance, vous allez nous dire qui sont les suspects, nous on va les mettre en arrestation, toutes les personnes qui sont suspectées d'être des ennemis de la Révolution, et tous leurs proches aussi, vous allez nous dire qui c'est, et nous on va les juger. Le but, c'est de remettre un petit peu un process judiciaire au milieu. Parce qu'on sent que dans pas longtemps, ça va encore partir en égorgement, ça va encore partir en éviscération, en émasculation. Donc,
On ne préfère pas, on dit on va remettre en place un process juridique, cadré. Vous allez nous dire qui sont selon vous les suspects et nous on va les juger. Et alors la définition de suspect est très très large, hein. On peut y mettre vraiment tout et n'importe quoi. On y met, et là retenez bien, on y met les nobles, les émigrés, leurs familles. C'est-à-dire que si vous avez un frère qui est parti à l'étranger, vous êtes considéré comme un potentiel ennemi de la Révolution, hein. Donc les nobles, les émigrés, leurs familles, même celles qui est restée en France, donc, euh, les militaires suspectés de trahison, les accapareurs, hein, c'est ceux, vous vous rappelez, qui cachent les ressources pendant que la population crève de faim pour faire monter le prix, hein. Les députés destitués, très important, les députés destitués, les prêtres réfractaires, et encore comme ça, tout plein de monde, hein. Et du coup, ça fait une liste très large qui nous emmène à ce qu'on considère être comme la première vague de la terreur. Alors cette fois-ci avec un petit T, hein, c'est pas quelque chose de politique, un système politique pour épurer. C'est voilà, c'est simplement que il y a une série d'exécutions qui vont avoir lieu pendant l'automne 1793. Dans le tribunal révolutionnaire, on avait Fouquier-Tinville. On en avait parlé l'autre fois. Tout le monde s'en souvient. Fouquier-Tinville, l'accusateur public. Fouquier-Tinville va voir passer dans son tribunal pas mal de beau monde. Déjà, le 16 octobre 1793, on va régler le compte de Marie-Antoinette. Alors, on l'accuse de haute trahison, hein, on l'avait vu, elle avait filé les plans à l'ennemi, on commence à dire que c'est elle qui a poussé Louis XVI à trahir, Hébert, donc de l'extrême gauche, l'accuse complètement d'inceste, hein, il est même capable de faire témoigner son propre fils en disant que, voilà, et même lui peut témoigner en disant que euh, elle a des pratiques aux mœurs tout à fait étranges, condamnables. Donc, pour cette raison, le 16 octobre 1793, on coupe la tête à Marie-Antoinette. Elle sera suivie, alors je vous fais pas tous les gens qui vont passer sous la guillotine, mais là il y a quand même pas mal de monde. Euh, on prendra aussi le cas de Brissot, de Vergniaud, de Ducos et 21 autres députés brissotins. Bah, pareil pour trahison, bah, du coup tout naturellement ils passent sous la guillotine, hein. Olympe de Gouges, qui avait fait un texte peu de temps avant, qui appelait à faire une élection pour choisir ou une république fédéraliste, ou une monarchie constitutionnelle. Le fait qu'elle propose une monarchie pour elle, pour la Convention, ça fait d'elle une traîtresse qui veut revenir à la royauté. En plus, elle est proche des Brissotins, donc on en profite pour la passer devant Fouquier-Tinville, et du coup, on lui coupe la tête. Dans la foulée, on a Philippe Égalité. Alors, il s'appelle Philippe Égalité, mais dans les premières séances, si vous vous souvenez bien, au vu de l'image, je vous l'avais présenté comme étant le duc d'Orléans, hein. Et ben, le duc d'Orléans, il a un fils qui est passé à l'ennemi avec Dumouriez, hein. Vous vous rappelez Dumouriez, la bataille de Valmy, tout ça. Dumouriez était passé à l'ennemi, hein, du côté des Autrichiens, et Dumouriez, il avait à côté de lui le fils de Philippe Égalité. Et le fils de Philippe Égalité, c'est ni plus ni moins que le futur Louis-Philippe, rappelez-vous. Et bah du coup, comme il a un fils qui part à l'étranger avec la loi des suspects, hein, si vous avez un membre de votre famille qui est potentiellement un traître, bah, vous l'êtes aussi. Donc du coup, le duc d'Orléans, Philippe Égalité, on lui coupe la tête. Manon Roland, qui est proche des Girondins, pareil, hein, forcément, c'est pas parce que c'est une femme comme Olympe de Gouges ou comme Marie-Antoinette, c'est parce qu'elle est proche des Girondins, elle est proche des Brissotins. Son mari est en fuite en plus. Donc, bah, du coup, le 8 novembre, on lui coupe la tête. D'ailleurs, Roland se suicide en apprenant que sa femme va être condamnée, alors qu'en fait, elle est morte depuis 2 jours, hein, il se tuera 2 jours plus tard. On fait aussi le procès d'autres personnes qu'on avait un petit peu oubliées depuis le temps, hein. Quelqu'un d'autre qu'on a vu pendant les premières séances, notre bon vieux Bailly. Bailly, par exemple, lui, il est guillotiné à cause de notamment la fusillade sur le champ de Mars, hein. Vous vous rappelez en 91, avec Lafayette, Bailly est condamné. Et d'ailleurs, on transportera la guillotine et l'échafaud sur le champ de Mars pour le guillotiner ce jour-là.
Alors qu'on lui attribue aussi hein, des citations probablement apocryphes. Hein, tu trembles, vieillard, et il aurait répondu oui, mais c'est seulement de froid. Donc, je suis pas sûr que tout le monde devant la guillotine meure avec autant de panache, mais si c'est le cas, félicitations à lui. Hein. En tout cas, voilà, Bailly paye pour les exactions du Champ de Mars de l'été 1791. Et on a aussi Barnave. Barnave, dont on a peu entendu parler depuis quelques temps. Barnave, il a été notamment mis en accusation par rapport à des documents compromettants qu'on a retrouvés dans l'armoire de fer. C'est pareil, ça vous renvoie à la séance dernière, hein, de sa proximité, du double jeu qu'il jouait aussi avec Louis XVI, avec Marie-Antoinette, et du coup, Barnave, on lui coupe la tête. Donc là, en l'espace de 2 mois, il y a beaucoup de têtes qui tombent. Et là, c'est le début d'une espèce de grand défouloir. Il faut garder ça en tête, hein, c'est qu'à partir de là, il y a beaucoup de gens de droite qui perdent la tête, et de ce fait, la droite va essayer de se venger à un moment donné. Pendant ce temps, en Vendée. Alors, on avait déjà un début d'année violent. Hein. On se rappelle, on avait abordé de manière très succincte. Hein. De toute façon, là, la Vendée, je ne peux pas rentrer dans le détail. C'est très sanglant, c'est très violent et c'est très complexe. Peut-être que je ferai une série de 10 épisodes sur les guerres de Vendée. Ça, c'est probablement. Hein. 10 séances sur les guerres de Vendée. Si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, ou même sur Internet, hein, vous laissez un commentaire ou autre. Mais bref, on avait parlé rapidement des massacres de Machecoul en début d'année. Et ce qu'il faut comprendre hein, quand même, c'est l'enjeu de chaque camp. Parce que les Vendéens, ils s'étaient soulevés à la base. Alors, je rappelle la Vendée, hein, il y a la Bretagne, le Poitou, l'Anjou, voilà, c'est pas que la Vendée. Ils s'étaient soulevés par rapport à la levée de masse, hein, pour regonfler un petit peu les rangs de l'armée. Mais très rapidement, hein, il y a des prêtres réfractaires, il y a pas mal de gens dans la région, et les Vendéens deviennent très vite des contre-révolutionnaires. Le but, justement, c'est de réussir à créer un mouvement contre-révolutionnaire suffisamment fort pour, pourquoi pas, faire une alliance avec les Britanniques qui pourraient essayer de venir prêter main forte afin de reprendre le pouvoir à la Convention. Ça, c'est le but un peu des Vendéens, c'est déjà de se soulever, de botter les fesses aux républicains, et pourquoi pas justement de prêter main forte à l'ennemi pour remettre en place une royauté. Les républicains, eux, de leur côté, c'est pareil, hein, leur but c'est d'empêcher que la révolution ne tombe. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va employer des méthodes violentes, parce qu'on sait que si la révolution tombe, ce qui va advenir, d'une part, de la République, tout ça, c'est fini. Mais si les Anglais arrivent à rentrer en France, ou si l'ennemi arrive à rentrer en France et arrive même à reprendre Paris, et déjà tous les républicains seront massacrés à coup sûr, et tous les acquis sociaux seront de fait mis à la poubelle. Donc il y a un enjeu très fort. Et pareil, hein, les Vendéens se disent que s'ils ne gagnent pas, ils risquent de prendre cher. Et c'est exactement ce qui va se passer. Parce que pendant très longtemps, les Vendéens vont avoir le dessus. Pendant très longtemps, ils vont infliger des belles raclées aux républicains. Au point que la Convention commence quand même légitimement à flipper. À se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, on envoie l'armée révolutionnaire, enfin les armées sans culottes en Vendée. On se dit que voilà, le problème c'est que les généraux sans culottes vont se livrer à des actes d'une barbarie sans nom. C'est pareil, hein, toute leur violence, toute leur peur, toute leur crainte, leur frustration, ils vont les déverser sur l'ennemi. Et ils vont tuer femmes, enfants, vieillards, tout le monde. Hein. Il y a des gens aussi qui sont envoyés sur place pour veiller à ce que tout se passe correctement, tout se passe comme la Convention l'a prévu. C'est les représentants en mission. Les représentants en mission, leur but, c'est de délivrer d'une part les messages de la Convention, c'est de veiller à ce que les lois soient bien appliquées, et pourquoi pas, on leur laisse quand même suffisamment de liberté au cas où il y a un mouvement de violence anti-révolutionnaire, ils ont aussi le droit justement d'utiliser un petit peu les outils à leur disposition pour essayer de calmer tout le monde. Globalement,
les représentants en mission ont toujours fait un travail très bien, hein. C'est pareil, vous pouvez consulter sur internet pas mal de choses. Il y a des républiques, des applications, des lois républicaines locales qui se passent tout à fait bien. On a essayé d'éduquer dans la plupart des coins à une conscience politique, à une conscience républicaine. On a essayé dans pas mal de coins aussi de mettre en place justement des petits conseils locaux, de faire travailler justement la vie politique locale. Dans de nombreux coins, ça s'est très bien passé, dans la majorité des cas même. Mais il y a quelques représentants en mission, par contre, qui ont été littéralement, alors c'est pas un jugement de valeur, hein, mais déconnants. Voilà. Certains disent des ordures, certains disent des monstres. On peut débattre, mais en tout cas, il est clair et net qu'ils ont commis des actes effroyables. Alors là, par contre, il y a pas moyen de débattre. Parmi ces gens, c'est des gens qui vont avoir une importance aussi pendant la prochaine séance aussi. On a des gens comme Barras, euh, qui se comporte littéralement comme un boucher à Toulon. À Toulon, on va en reparler après, hein, mais obligé de. Toulon est presque aux mains de l'ennemi. Et du coup, Barras va utiliser des méthodes tout à fait dures, hein, pour pas dire parfois un peu effroyables, pour reprendre Toulon. On a Collot d'Herbois, on a Fouché, qui eux sont à Lyon, organisent la répression à Lyon. Alors c'est pas la Vendée, hein, c'est sûr, mais on peut mettre ça dans le même sac. Les représentants en mission, donc Fouché et Collot d'Herbois, vont faire des choses très très dures à Lyon. On va envoyer aussi des gens comme Talien à Bordeaux. Alors Talien, pareil, un peu comme Danton, Talien c'est quelqu'un qui peut essayer de manger à tous les râteliers. C'est quelqu'un qui part vraiment de l'extrême gauche, hein. Il joue un rôle pendant la prise des Tuileries, il joue un rôle pendant les massacres de septembre. Mais là, on l'envoie à Bordeaux, donc bon, il fait quelques petites magouilles. Bon, il se trouve une épouse parmi la noblesse locale. Il prend de nombreux pots de vin, il s'enrichit de nombreuses propriétés alors qu'il n'a pas spécialement de blé à la base. Et puis surtout, bah, il règle des comptes localement, hein, à son profit. C'est un grand profiteur et puis il va en profiter pour faire exécuter pas mal de gens qui le dérangent un petit peu. Et puis à Nantes, on a Carrier. Et on va commencer par parler de Carrier et de Nantes parce que justement, euh, à Nantes, il va y avoir les fameuses noyades. Les fameuses noyades de Nantes. Qu'est-ce que c'est que les fameuses noyades de Nantes? Alors, pardon, j'ai pas, c'est pas grave, on en parlera après. Les noyades de Nantes, en gros, c'est un moment où Carrier, notamment, décide de se débarrasser des prisonniers politiques, des prisonniers de guerre, des prisonniers de droit commun, des gens d'église, les réfractaires, tout ça, mais aussi plus globalement hein, de vieillards, d'enfants, de femmes. Euh, ils vont mettre des bateaux remplis de monde au milieu de la Loire et ils vont les couler. Et ils ne le font pas qu'une fois. Ils le font une bonne dizaine de fois. On estime d'ailleurs que Carrier est responsable d'au moins 5000 morts. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Hein. Donc les noyades de Nantes, je déballe pas plus que ça parce qu'on pourra en parler pendant des heures, mais ce serait aussi glauque. Et puis s'il faut vraiment, on fera toute une série de séances sur les guerres de Vendée. Donc voilà. Alors j'avais avancé un petit peu trop vite, mais là il y a aussi les colonnes infernales. Alors colonnes infernales, c'est pareil, c'est très sanglant. En gros, Barère, vous vous rappelez de Barère, hein, on en avait parlé, comité de salut public, grande figure du comité de salut public, hein. C'est peut-être même lui la plus grande figure pendant toute la période du grand comité de salut public. Barère, député de la Plaine, il demande littéralement d'anéantir les rebelles et les brigands de la Vendée. Il demande d'épargner les femmes, les enfants et les vieillards. Mais sauf que des fois, Barère, il est clair dans cette déclaration-là, puis dans d'autres situations, il est appuyé par Carnot pour dire qu'il faut éteindre la Vendée, il faut faire disparaître la Vendée. On ne sait vraiment pas quoi faire. C'est très dur d'interpréter. En vérité, on veut vraiment éliminer les, euh, les rebelles, les contre-révolutionnaires. Et si parmi les contre-révolutionnaires se cachent des enfants, eh ben, la Convention ferme les yeux. La Convention ne demande pas à ce qu'on tue les enfants.
La Convention ne demande pas à ce qu'on tue les vieillards. La Convention ne demande pas à ce qu'on tue les femmes. Non. Mais la Convention laisse faire. Parce que ça arrange. Parce que comme ça, on sait qu'on élimine pas mal de contre-révolutionnaires. Et pendant longtemps, la Convention dira rien. Au point qu'un général, Turreau, que vous voyez à droite, va organiser des colonnes incendiaires. C'est-à-dire qu'en gros, il envoie des troupes qui foutent le feu à tout ce qui bouge et qui tuent tout ce qui bouge. On estime que les colonnes incendiaires, qu'on appelle les colonnes infernales, tueront entre 30 000 et 50 000 civils. C'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. C'est les plus gros massacres de la Révolution. Alors, ça se fait pas en une fois, bien sûr, hein, ça se fait sur le temps, mais ça plaît pas du tout. Alors, déjà, dans l'ouest de la France, c'est sûr, ça plaît pas. Ça plaît pas à une majorité de la population française, ça c'est sûr. Mais à la Convention et au comité de salut public, ça plaît pas non plus. Parce qu'il y a des gens, comme par exemple Carnot, comme Barrère, même comme Robespierre parfois, Carnot, lui, il est propice quand même à ce genre de choses. Il faut retrouver certaines de ses déclarations dans lesquelles il y est propice. Robespierre, on peut croire qu'il y est propice, mais en fait, il laisse faire. C'est tout aussi criminel. Le but, c'est pas de décharger Robespierre. Mais Robespierre et Barrère ont travaillé main dans la main pendant très longtemps au comité de salut public. Mais ils ont laissé faire, ils n'ont rien dit. Sauf qu'à un moment donné, quand il va y avoir certains témoignages qui vont commencer à remonter à Paris, Robespierre, en personne en tout cas, ne va pas du tout apprécier et va demander aux représentants en mission de remonter sur Paris, de quitter leur poste et de venir rendre des comptes à la Convention parce que ça ne lui plaît pas ce qu'il a entendu. Donc ça c'est pareil, ça a gardé en tête. Et le reste des rébellions, le reste des guerres intestines, des guerres civiles en France, c'est Lyon, c'est Toulon, c'est Bordeaux. Alors comme je vous le disais, dans la vie locale de Bordeaux, on a Talien qui fait des trucs vraiment pas clairs, qui fait exécuter pas mal de gens, pas mal d'ennemis politiques, aussi pour s'enrichir. À Toulon, on a Barras qui s'entoure d'un jeune général. C'est une des premières fois où on en entend parler de manière un peu grandiose à Toulon. Il s'appelle Bonaparte. Ça nous renvoie à la peur du césarisme dont on parlait les séances précédentes, c'est marrant. On a eu peur du césarisme de Dumouriez, on a eu peur du césarisme de Lafayette, et ben là on a Bonaparte, et Bonaparte on va pas s'en méfier tout de suite. Bonaparte il va s'illustrer justement dans la reprise du siège de Toulon, un siège qui est très violent, très très violent. Et l'un des endroits aussi où la répression est très violente, c'est à Lyon. À Lyon, on a des gens comme Collot d'Herbois et comme Fouché. Alors, Collot d'Herbois et Fouché, c'est des gens, il faut bien se les placer politiquement. Collot d'Herbois, c'est quelqu'un qui est proche d'Hébert, c'est quelqu'un qui est très très à gauche. Mais Fouché aussi d'ailleurs, c'est des gens qui vont aussi se livrer à une forme de sadisme. Ils vont tellement, comment dirais-je, vouloir éradiquer la contre-révolution dans Lyon, qu'ils vont littéralement essayer de détruire Lyon. C'est-à-dire que Fouché va même y aller littéralement à la mitraille plutôt qu'à la guillotine, parce que la guillotine, ça va pas assez vite. Ils vont prendre des fusils, ils vont prendre des espèces de gros engins d'artillerie, et ils vont tuer la population sans aucune distinction, parce que justement, ça va plus vite, et puis que ça nous permet d'éliminer un petit peu tous les brigands qui essaieraient de se mettre en travers des chemins de la République et de la Révolution. Donc la Vendée, c'est pas que le département de la Vendée, c'est beaucoup plus grand, c'est on va dire tout l'ouest de la France. Il y a des zones où effectivement on a des grandes révoltes, comme à Toulon, comme à Bordeaux, comme à Lyon. La répression y est très forte, très sanglante, très sévère. La plupart des représentants en mission qui commettent ces exactions les commettent au nom de la Convention. La Convention laisse faire, parce qu'elle ne sait pas non plus d'ailleurs ce qui se passe avec exactitude, faut pas se mentir. Alors, faut pas la décharger complètement, elle est complice. Elle est complice, mais elle n'est pas organisatrice de ces massacres. On a plein de positions qui peuvent laisser entendre le contraire, mais on a aussi plein de positions qui peuvent laisser entendre effectivement que la Convention n'était pas au courant de tout. Et d'ailleurs, l'une des preuves, c'est que finalement Robespierre en personne demande à ce qu'on fasse revenir tous ces représentants en mission là qui étaient un peu problématiques, on les fasse revenir à la Convention pour s'expliquer
Et s'expliquer dans le contexte qu'on vient de voir, avec des têtes qui ont commencé à tomber, s'expliquer, ça veut peut-être vouloir dire au premier pas de travers, on vous coupera la gorge. Hein. Donc voilà, la Vendée, ça a eu un impact dans l'histoire de France. C'est encore quelque chose, hein, c'est pas encore terminé, hein, ça va continuer encore. Mais c'est quelque chose qui marque encore beaucoup aujourd'hui. Si vous êtes de l'ouest de la France, si vous êtes justement de la région de la Vendée, on parle des fois de génocide vendéen. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de génocide? Alors c'est un terme très politique. Hein. Génocide, ça veut dire qu'on reconnaît, le génocide c'est un crime en direction d'une catégorie bien spécifique de la population. Hein. On veut éliminer tout ce pan-là de la population pour des raisons politiques organisées par le pouvoir central. Sauf que là, c'est pas exactement ça qui se passe. C'est que on a un pouvoir central qui essaye de récupérer, on le voit bien, hein, la Convention essaye de récupérer, de recentraliser le pouvoir, mais elle n'y arrive pas. La preuve, les représentants en mission font pas totalement ce que la Convention a demandé. Hein. Code Barrère demande qu'on épargne les vieillards, les femmes et les enfants, certains représentants en mission ne le font pas. Donc, le pouvoir central, finalement, aimerait bien récupérer cette violence et pouvoir la canaliser, mais il n'y arrive pas. Donc déjà, en soi, ça peut pas être un génocide. C'est pas un régime autoritaire au sens ou totalitaire au sens où tout serait regroupé, comme on le verra notamment au XXe siècle. Euh, et c'est pareil. Euh, à plusieurs moments, on a des ordres et des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que, bah, on va dire d'un côté, bah, il faut pas tuer les femmes, les enfants, il faut tuer que les brigands de la Vendée, puis il y a des fois où la même personne va être capable de faire un discours en disant, bah, butez tout le monde. C'est très compliqué. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que la Convention n'a rien organisé. La Convention, par contre, a laissé faire, ça c'est sûr et certain. Il n'y a pas une personne. Hein. Souvent, on fait porter le chapeau à des gens comme Barrère, on fait porter le chapeau à des gens comme Robespierre, mais il n'y a pas d'acteur isolé. La Convention vote et la Convention laisse faire dans sa grande majorité. Hein. Ça va être d'ailleurs l'un des problèmes de Barrère quelques temps plus tard. Quand on va essayer de lui faire porter le chapeau, Barrère va se défendre en disant mais enfin, toute la Convention était là. Donc, vous êtes gentil de me mettre ça sur le dos, mais en tous les cas, vous étiez tous autant coupables que moi de complicité. Donc, c'est vraiment un sujet compliqué. Hein. Robespierre aussi, on va lui associer des gens comme Carrier à Nantes. On va dire que Robespierre est le bourreau de la Vendée, alors que par exemple, Robespierre et Carrier, ils peuvent pas s'encadrer l'un l'autre. Même d'ailleurs, Robespierre le fait remonter à Paris, essentiellement en espérant pouvoir lui faire couper la tête. Donc c'est très compliqué. La Vendée, ça a un impact encore aujourd'hui. Il y a encore de nombreuses mémoires. La mémoire de la Vendée, c'est très compliqué. Il y a des gens pour qui le sujet est encore très sensible, même dans les débats publics. On l'entend encore régulièrement. Hein, les histoires des guerres de Vendée, les histoires du génocide vendéen. On entend encore beaucoup de choses là-dessus. Il y a des récupérations politiques considérables. Donc il faut prendre beaucoup de recul. Et surtout, ça va avoir aussi un impact sur ces fameux représentants en mission. On va avoir un impact sur le prochain épisode aussi et la prochaine séance de vulgarisation. Et on en arrive au dernier point. Le dernier point, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va parler de la lutte des factions. La lutte des factions, c'est quoi? Alors avant de parler de la lutte des factions, il faut qu'on parle des enragés. Hein, on avait vu, il y a la montagne à gauche, la partie extrême de la gauche, c'est notamment ceux qu'on appelait les hébertistes, on va y revenir. Mais encore plus à gauche, il y avait les enragés. Les enragés, c'est des personnes donc, comme Jacques Roux, des personnes comme Leclerc, comme Varlet, entourées par des femmes révolutionnaires comme Pauline Léon et Claire Lacombe. Voilà. Et Jacques Roux, il est désapprouvé par tout le reste de la Convention, comme je vous le disais. Et on va trouver de plus en plus de prétextes pour essayer de l'attaquer. Et on va finir par le mettre en état d'arrestation pour plein de raisons. Parce que justement, il va trop loin, on cherche tous les prétextes possibles pour l'arrêter. Et finalement, pour éviter de passer sous la guillotine, Jacques Roux, en 80, fin 93, début 94, j'ai un doute sur la date, je vous laisserai vérifier, Jacques Roux va se suicider. Il va se suicider pour éviter de passer sous la guillotine. Le mouvement va relativement se dissoudre très rapidement. Pauline Léon, Claire Lacombe feront plusieurs séjours en prison devant le tribunal révolutionnaire.
Varley, je sais qu'il va jouer un rôle sous l'Empire, hein. Donc pour un gars quand même qui est d'extrême gauche, c'est quand même un beau revirement de situation, hein. Mais en tout cas, le mouvement des enragés est très sévèrement réprimé et très vite anéanti. Du coup, pour comprendre ce que c'est que les factions, je préférais mettre de côté justement à part les enragés, parce que c'est pas, c'est considéré comme une faction, mais ce qu'on appelle la lutte des factions, c'est encore différent. On va voir se détacher très rapidement deux factions, hein. On vient déjà d'éliminer celle des enragés. Il y a les hébertistes, ceux qui suivent Hébert, hein, qu'on appelle aussi les exagérés. Ah, il y a des gens comme, autour d'Hébert, il y a des gens comme Roncin, des gens comme Vincent qui sont très influents auprès de la commune et des sans-culottes, hein. Je vous ai dit, Hébert, c'est un peu l'incarnation des sans-culottes à l'Assemblée, hein. Il contrôle le club des Cordeliers, le ministère de la guerre, l'armée révolutionnaire, la garde nationale avec Henriot notamment, vous vous rappelez, hein. Au comité de salut public, ils ont des gens comme Billaud Varenne et Collot d'Herbois. Donc vraiment, c'est des gens qui sont très 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 influents. Et de l'autre côté, alors toujours à gauche, mais beaucoup moins à gauche, on a ceux qu'on appelle les dantonistes, ceux qui suivraient Danton. Danton et Camille Desmoulins, par exemple, hein. Il y a aussi Fabre d'Églantine, il y a Delacroix, il y a Chabot. Voilà. C'est des gens qui, à un moment donné, vont commencer à porter des accusations contre les hébertistes, en les accusant d'être beaucoup trop violents et de vouloir, du coup, ternir l'image de la Révolution. Vous êtes des ultra-révolutionnaires, vous allez trop loin, du coup, vous nous créez des ennemis chaque jour un peu plus, donc vous êtes anti-révolution. Ces deux personnes, ce sont deux personnes de gauche, hein, euh, qui s'accusent mutuellement. Parce que les hébertistes, en retour, leur disent, oui, mais vous êtes des indulgents. Des indulgents dans le sens, alors on voit, hein, des fois que comment Danton, il a une approche quand même très, très costaud, hein, de la Révolution. Mais Hébert, en promulguant cela, dit bah oui, mais vous, au contraire, vous êtes trop doux, vous êtes passé du côté de la droite. Et du coup, vous êtes aussi des contre-révolutionnaires. Et on va avoir comme ça ces deux factions, les hébertistes et les dantonistes, hein, les exagérés contre les indulgents, qui vont pas arrêter de se charger les uns les autres pour essayer en gros de couper la tête. On avait déjà quand même pas mal taillé à droite, et ben là en fait la gauche va commencer à s'entretuer elle-même. Parce que justement, Camille Desmoulins va commencer à proposer bah, qu'on lève le pied un peu sur les massacres qui ont lieu un peu partout dans le pays et tout. Les hébertistes disent non, il faut être dur avec l'ennemi. Du coup, bah, on accuse les hébertistes, comme je vous disais, hein, d'être de plus en plus féroces, de nuire à l'image de la Révolution, et au contraire, les hébertistes vont dire de Camille Desmoulins, vont dire de Danton, vous êtes trop mou, vous êtes prêts à laisser l'ennemi rentrer chez nous, et puis à ce que nous disparaissent tous avec tout ce qu'on a essayé de construire. Donc vraiment, là, on a un point de paroxysme, là, la lutte des factions, c'est un moment terrible. On connaît une période de disette dans Paris, alors, on a l'impression que c'est tout le temps depuis le début de la Révolution, on a, euh, on a une période de disette très forte, hein. On avait parlé de la dernière fois de la loi du maximum du prix du grain. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En gros, c'est qu'on avait fixé un maximum pour le prix du grain, au-dessus duquel on ne pouvait pas aller, hein. Donc le but, c'était comme ça d'empêcher finalement que tout devienne trop cher et que plus personne puisse s'acheter à bouffer. C'était une loi qui était une loi un projet à la base des enragés, que la montagne avait essayé de passer avant les enragés pour récupérer, entre guillemets, le soutien de la population. Mais du coup, il y a des lois qui commencent à être mises en avant, notamment par les hébertistes qui représentent en gros les sans-culottes, hein, les sans-culottes qui sont des petits patrons. C'est la loi du maximum général. La loi du maximum général, c'est de fixer, notamment pour les salaires, un maximum au-dessus duquel on ne pourra pas monter non plus. Bah oui, parce que les sans-culottes, ça reste des petits patrons, des gens qui payent d'autres, enfin des ouvriers. Et c'est là qu'on voit du coup que les hébertistes et les enragés, on voit une différence de positionnement. Et de fait, bah, c'est parfait. Il y a des moments où on va pouvoir monter selon les régions de France, on va pouvoir monter le salaire, effectivement, hein, le revenu, on va pouvoir le monter en fonction du maximum, hein. Mais il y a des régions où, comme Paris, où la plupart des populations sont parties faire la guerre en Vendée ou faire la guerre à l'étranger. Bah, du coup, il y a moins de main-d'œuvre, du coup, le prix de la main-d'œuvre est énorme,
Et en fixant une loi du maximum, bah, finalement, on redescend les salaires des salariés parisiens, des ouvriers parisiens. Du coup, c'est une loi qui fait crier tout le monde. Tout le monde parce que les populations ne sont pas du tout contentes. Et d'ailleurs, elles vont le faire ressentir très rapidement. On verra pendant l'été 94 que devant des charrettes de révolutionnaires condamnés à mort, certains gueuleront contre la loi du foutu maximum. Alors que quand on va abolir la loi du maximum général, eh ben en fait c'est pareil, les prix vont remonter en flèche et tout le monde, ce sera pire. Donc voilà. C'est un début de loi un peu dirigiste, peut-être, une version prématurée d'une certaine forme de communisme. Encore, c'est pas du tout l'abolition de la propriété privée, mais c'est une manière justement de réguler un peu l'économie, mais qui marchera pas. Les hébertistes, en plus, vont avoir une franche tendance à être déchristianisateurs. Hein. Il y a beaucoup d'athées chez, chez les hébertistes. Et l'athéisme à l'époque, même si on n'est pas, même si on est beaucoup moins croyant qu'à l'époque, affirmer à haute voix qu'on est athée, eh ben, ça passe pas toujours bien, notamment à l'Assemblée, parce que l'athéisme, ça ressemble à un truc de contre-révolutionnaire quand même. C'est très compliqué, c'est très dur à expliquer, mais en tout cas, l'athéisme n'est pas super bien vu. Et les hébertistes, eux, ils ont tendance à vouloir détruire des églises, à en faire des temples du savoir, des temples de la raison. Et de ce fait, eh ben, ils vont pas s'attirer les grâces de tout le monde. Notamment de quelqu'un qui s'appelle Robespierre. Robespierre, on le voit souvent comme le tyran déchristianisateur, alors que pas du tout. Robespierre est déiste. Il croit en Dieu. Il n'est pas catholique, il n'est pas chrétien, il croit simplement qu'il y a une entité divine. Et pour lui, c'est très important d'être croyant. Parce que pour lui, si vous n'êtes pas croyant, c'est que vous avez même plus de sens moral et que vous pouvez vous laisser aller à n'importe quel vice, n'importe quelle déviance de mœurs, que ce soit dans la violence, que ce soit dans l'intimité ou ce genre de choses. Et du coup, Robespierre, c'est quelqu'un qui est terrible, hein, il est très cadrant, surtout très légaliste. Et pour lui, du coup, quelqu'un qui est athée, c'est forcément un danger pour le légalisme, la légalité, la loi et tout ce genre de choses. Et du coup, Robespierre va se trouver comme ça, un peu entre guillemets, malgré, malgré lui, j'allais dire contre sa volonté, mais non, en fait, il va vraiment prendre part à la lutte des factions. Parce que, rappelons-nous, on a Hébert à l'extrême gauche, on a Danton qui est toujours à gauche, mais moins à gauche, et on avait dit que Robespierre, c'était un peu le juste milieu. Et bien justement, Robespierre va se trouver entre ces deux factions. Et il va rejoindre les dantonistes dans la lutte contre les hébertistes, parce que la déchristianisation, c'est un truc qui lui fait peur. Et comme les hébertistes sont vraiment des déchristianisateurs, Robespierre va se mettre dans le rang des dantonistes. Et ils vont commencer à charger comme ça les hébertistes pendant longtemps, pendant des mois, des mois, des mois. Ils vont charger les hébertistes. Alors jusqu'au jour où tout va empirer, hein, il y a Hébert qui monte à la Convention, il y a une sombre histoire de corruption avec un proche de Danton, je crois que c'est Fabre d'Églantine ou Delacroix, je ne sais plus, qui va être lié à une affaire de liquidation de la colonie des Indes. Enfin bref, il y a tout un truc de corruption, et du coup Hébert fait un discours à la Convention en accusant toute la Convention d'être corrompue. Et il met tout le monde dans le même lot, et Robespierre, ça lui plaît encore moins, déjà que le côté déchristianisateur, il était en train de le combattre farouchement, mais par contre, pour lui, Robespierre, le cadre, c'est le cadre, la Convention, c'est les représentants du peuple, c'est ceux qui incarnent le pouvoir législatif, et attaquer comme ça la Convention, pour lui, ça lui semble... Enfin, c'est même pas possible, et du coup, il va charger avec les dantonistes encore plus férocement, pardon, les hébertistes, au point que on va juger Hébert, on va juger les proches d'Hébert aussi, hein, et qu'on va les envoyer à la guillotine en février-mars 1794. Et on pourrait se dire, comment on envoie à la guillotine un des représentants des sans-culottes, enfin plusieurs représentants des sans-culottes à l'Assemblée.
Bah, tout simplement parce qu'en fait, on va faire passer leur jugement, on va dire en gros hein, qu'ils sont coupables de trahison avec l'ennemi, que s'il y a des disettes, des problèmes d'approvisionnement, tout ça machin, c'est à cause de l'ennemi, et on juge Hébert à peu près en même temps, et comme ça on arrive à faire le procédé de l'amalgame, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on va réussir à faire croire par amalgame que Hébert est du côté de l'ennemi, que Hébert et une partie des exagérés bah, en fait, c'est eux qui, depuis le début, crient au complot, alors qu'en fait, c'est eux qui organisent tout. Et du coup, on les envoie à la guillotine, tout simplement. Donc là, on élimine une autre faction. Les enragés ont disparu, les hébertistes disparaissent pour la plupart. Mais ça plaît pas. Ça plaît pas à des gens comme Collot d'Herbois, comme Billaud Varenne, hein. On a dit qu'ils étaient proches, notamment des hébertistes, et qui vont commencer à dire à Robespierre, t'es gentil là, t'as voulu couper à gauche. Rappelle-toi que il y a des vrais problèmes de corruption avec Danton. Il y a des problèmes véritables. Et jusqu'à présent, Robespierre était très proche de Danton, était très proche de Camille Desmoulins. Robespierre, c'est quelqu'un qui a été à l'école avec Camille Desmoulins quand ils étaient jeunes. Robespierre est le témoin de mariage de Camille Desmoulins. C'est des gens qui sont très amis. Mais du coup, face effectivement à ces problématiques de corruption de Danton, face aussi à un Camille Desmoulins qui va commencer à accuser d'autres factions de la gauche et qui va commencer à trouver que Robespierre est un peu trop sympathique en ce moment avec la gauche, Camille Desmoulins va attaquer très fermement Robespierre dans son journal, Le Vieux Cordelier, et du coup Robespierre apprécie pas du tout ce manque de loyauté. Il va essayer encore. Il va essayer d'aller discuter avec Danton. On ne sait pas ce qu'ils se disent. Ceux qui vous disent qu'ils savent ce qui s'est passé, personne ne le sait. On sait que pendant longtemps, Robespierre et Danton ont été des amis proches, hein. Robespierre a écrit de belles déclarations à Danton, hein, en lui disant qu'il l'aimait et tout, voilà. Mais en tout cas, le jour de cette discussion, on ne sait pas ce qui se passe, mais Robespierre ressort de la conversation, il essayait un peu de faire en sorte d'apaiser les tensions qui étaient en train de naître, mais Robespierre en ressort complètement froid et aigri, et du coup on suppose que la conversation s'est pas très bien placée. C'est pas très bien passé. En tout cas, voilà. Robespierre essaye, alors c'est pas une fiction, hein, vous pouvez retrouver plein de traces de ça, il essaye de sauver la tête à Danton, il essaye de sauver aussi Camille Desmoulins, mais face à justement une gauche qui a été amputée d'un de ses leaders charismatiques, à savoir Hébert, et ben du coup Robespierre va pencher en faveur de l'extrême gauche et accorder un procès. Alors c'est pareil, c'est un procès qui sera alors, très instrumentalisé. On va même à un moment donné interdire aux accusés d'être présents. C'est un procès à charge aussi avec cette fameuse théorie de l'amalgame, parce que Danton se défend très très bien, donc en fait on va essayer de faire tout un amalgame autour de ça, et on envoie du coup Camille Desmoulins, Danton et tout ce beau monde à l'échafaud au début du mois d'avril, et du coup ils seront exécutés. On dit que la charrette qui emmène Danton à l'échafaud passe devant la maison de Robespierre et que Danton lui hurle Robespierre, tu me suivras dans la tombe et ta maison sera rasée, on y mettra du sel. Voilà. Donc on sent que la dernière conversation qu'ils ont eue ensemble n'était pas spécialement très enthousiaste, mais en tout cas, c'est presque un moment où on tire d'ailleurs des romans d'ailleurs innombrables hein, de cette période-là. C'est que c'est des gens qui se sont appréciés, c'est des gens qui ont travaillé main dans la main, c'est des gens même, je pense, qui se sont sincèrement aimés. Hein. Pour Robespierre et Danton, en tout cas, je pense qu'il n'y a même aucun doute là-dessus et qui finissent, Camille Desmoulins aussi, hein, témoin de mariage de Camille Desmoulins. Ils étaient à l'école Louis le Grand ensemble quand ils étaient adolescents. Donc je pense qu'ils se sont réellement aimés et qu'ils ont fini par se haïr au point de s'entretuer. Mais comme Brissot auparavant, hein, pendant très longtemps, Robespierre était très proche des idées de Brissot. Puis finalement, Brissot est passé à la guillotine. Et là, du coup, on en arrive à un point où, effectivement, bah, là, il y a plus de Jacques Roux. Il n'y a plus Marat, il n'y a plus Hébert, il n'y a plus Danton, il
il n'y a plus des moulins, il n'y a plus Brissot, Vergniaud, Condorcet, Pétion. Il y a quand même, on a quand même pas mal taillé dans la population de députés aujourd'hui. Et du coup, à partir de ce moment-là, à partir de la mort de Danton, bah, l'une des figures qui va devenir plus charismatique, c'est Robespierre. Et Robespierre, il va faire l'objet de toute la séance prochaine. Dans toute la séance prochaine, on va parler de ce qu'on appelle Thermidor. Et du coup, on va parler justement de ce personnage de Robespierre qui monte, qui monte et qui monte, jusqu'à finir par redescendre. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais continuer cette série de conférences la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, le 9 juin 2023 à 18h30. Je vous invite encore une fois à venir en présentiel. Ça se passe au centre social de la Turbine à Talent, en banlieue dijonnaise, à 18h30. Donc prochaine séance le 9 juin. N'hésitez pas à venir. Et si je vous le dis, parce que là, il n'y a pas encore eu beaucoup de monde aujourd'hui, on a des chiffres qui commencent à décroître. Je pense que on va peut-être pas pouvoir aller jusqu'au bout, parce que justement, on pourra peut-être pas avoir des salles à disposition pour un effectif aussi réduit. Donc de fait, je vais peut-être pas pouvoir continuer totalement. Si on est une dizaine de personnes, c'est pas assez. Donc on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Donc voilà, je vous invite vraiment à venir, à écouter et à poser vos questions en live. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci pour votre écoute et puis je vous dis au 9 juin.